À notre époque, on parle beaucoup de gratitude, de reconnaissance, de voir les côtés positifs plutôt que négatifs. Tout ça pour manifester un futur idéal. Et si on était complètement à côté de la traque? Si la solution, c'était ni positif ni négatif, ou les deux à la fois, la neutralité. Je suis Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée. Élisia Unifia pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques à travers la tête, le cœur et le corps. Aujourd'hui, on va parler de positivisme forcé ou de colère nécessaire. Petit jeu de mots ici, petite rime en même temps. En premier, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Comment ça s'est construit pour moi dans mon histoire, cette idée-là d'être la défendresse de la colère nécessaire. Et par contre, le cheminement vers le retour vers la gratitude, parce que oui, c'est utile, sauf que éviter le piège de la positivité forcée. Puis on va terminer avec un petit exercice à la fin pour ramasser le tout. Mon histoire personnelle. OK, je vous mets en contexte. Mon grand-père, du côté de ma mère, était vendeur d'automobiles et un de ses patois, il disait souvent en anglais, mais je vais vous le traduire en français, « Enhance the positive, eliminate the negative ». Je caricature un peu, mais il ne disait pas comme ça, mais bon, bref. Rehausse le positif, élimine le négatif. Évidemment, dans ses ventes, c'était nécessaire. Sauf que ça faisait vraiment partie de l'ambiance familiale. Et vous pouvez imaginer un peu que, bon, ben ça a eu un impact sur ma mère. Et avec ma mère, mais il y avait comme une ambiance de, disons, quand ça va pas, on met ça sous le tapis ou on voit les choses belles, fleurs bleues, je dirais un petit peu. Et il y avait comme un aspect un peu éteint. Je dirais un fond dépressif. Je vous rassure tout de suite, ma mère serait être tout à fait à l'aise de l'entendre. Elle a fait son propre travail personnel. Puis ça s'est amélioré avec le temps. Mais à l'époque, quand j'étais petite, moi, avec le côté éteint de ma mère m'appelait son verre à choux. Agitée, complètement, toujours en train de bouger, de grimper partout. Une fois, elle m'avait retrouvée en haut, en train de grimper sur une étagère. Au niveau du plafond, j'avais à peine 2 ans. Ça vous donne une idée. Donc, bref, j'étais vraiment très agitée. Petite parenthèse là-dessus, vous savez que les enfants, quand ils sont déprimés ou quand ils vont pas bien dans leur mal-être, c'est pas de l'apathie ou de la tristesse qu'ils vont manifester. C'est de l'agitation. OK? Ça bouge. Bouger, c'est une façon de liquider le mal-être. Donc, je reviens à mon histoire. Fait que là, moi, en étant agitée comme ça, bien évidemment, c'était comme si en tant qu'enfant, j'essayais de réveiller ma mère puis faire comme soit vivante, là, comme envie de la shaker et tout ça. Là. Avec le temps, cette énergie-là de colère, c'est comme si j'étais la défendresse un peu de « Hey, c'est important de dire les vraies affaires, de se fâcher, etc. » Dans l'évolution des choses, il m'est arrivé dans le processus, en fait, en cérémonie chamanique. Ça va être pour une autre vidéo à un moment donné. Mais je me suis découvert un peu le fait que, comme enfant, c'est comme si je portais l'agressivité de ma mère, une agressivité qu'elle-même se refusait. Okay? Puis en cérémonie chamanique, on parle d'un morceau d'âme qu'on récupère dans le processus de guérison. Dans d'autres techniques, on pourrait parler aussi de partie de soi, mais en chamanisme, c'est un morceau d'âme. Et c'est intéressant parce que c'est comme si je portais le morceau d'âme de ma mère en lien avec son agressivité et j'ai récupéré dans le processus mon morceau d'âme à moi, qui m'appartient, mon calme à moi. D'ailleurs, ça m'avait vraiment surprise lorsqu'à un moment donné, quelqu'un m'avait dit « ben tu dégages une force tranquille ». Moi, tranquille, OK. Mais oui, effectivement, j'avais réussi à reconnecter avec mon vrai calme quand j'avais remis à ma mère ce qui lui appartenait en termes d'agressivité. Donc, en tant que défendresse de la colère, je me suis retrouvée dans mon cheminement aussi, dans le travail que je faisais en accompagnant les gens, à me rendre compte que, mais mon Dieu, c'est une maladie répandue à travers toute la société.
c'est pas politically correct, c'est pas socialement acceptable que de se montrer agressif. Moi, ça m'avait marqué, j'avais une de mes superviseurs qui me disait, l'agressivité, ça prend une saine dose de colère dans le fait de s'affirmer. Quand je me retrouve avec mes clients à leur rappeler l'importance de la colère, OK? J'ai développé des petites métaphores, des petites illustrations. Puis j'ai envie de vous les partager pour que vous ayez une bonne représentation. Si on est seulement dans le déni, puis dans tout est beau, tout est parfait, on se bloque, on retient. Imaginez à l'intérieur de vous un système de tuyauterie, OK? Puis dans les tuyaux, de l'eau étant les émotions. Et donc là, plus on ne veut pas que les émotions sortent, les émotions dites négatives, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les valves. Okay? On veut que l'eau ne sorte pas. Mais qu'est-ce qui arrive quand on ferme les valves trop serrées partout, il n'y a pas de circulation possible? Les tuyaux pètent. Mais oui. Puis ça vient de... Moi j'ai envie de dire, ça vient de là, péter un câble ou péter sa coche. Ben oui. Plus on veut éviter de se mettre en colère, plus finalement on le crée par la bande en fermant trop les valves. Une autre métaphore aussi que j'utilise, mais ça c'est même en lien avec l'anxiété. Souvent je m'amuse avec les gens en leur disant, vous savez, l'anxiété c'est pas une vraie émotion. Ben non. L'anxiété, ce n'est que le résultat du fait qu'on bloque nos émotions. Alors, imaginez un presto ou un cuiseur à vapeur. C'est le bon terme. Et lorsqu'on met toute la nourriture dans le cuiseur à vapeur puis qu'on ferme le couvercle, mais vraiment hermétiquement, cette fameuse vapeur qui sort par le bouchon du haut, c'est l'anxiété. C'est comme on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne veut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, dépression, colère, quoi que ce soit, une charge émotionnelle qu'on ne veut pas adresser. Et ce qui arrive, c'est que là, on n'en peut plus, la pression sort. D'ailleurs, le mot dépression, c'est enlever la pression. Ça vient de ça. Donc, par rapport aussi à mon rôle de défendresse de la colère, j'ai envie de vous partager 2 livres. Le premier, Waking the Tiger, Healing Trauma. Peter Levine, c'est un psychothérapeute américain qui est spécialiste dans les traumas psychiques. Et Healing, je les ai en anglais, je vous le dis en français, Réveiller le tigre pour guérir les traumatismes. Okay? Cet auteur-là, Peter Levine, petite anecdote rapide à propos de lui, il y a un accident où est-ce qu'il est piéton, il se fait renverser par une voiture et il constate de première main, là, comme premier témoin, toutes les étapes qui se produisent lorsqu'on vit un trauma. Donc là, il l'a en condensé. Et il raconte comment il est surpris parce que lui, il est de nature très pacifique, très doux, très gentil, pas colérique. OK? Et là, complètement envahi physiquement, passé l'étape du choc, il raconte, j'ai ressenti une rage. Mais je me suis vue, j'avais envie de tuer le conducteur qui m'avait agressé avec l'accident. Évidemment, c'est une phase qui a passé, il n'a pas agi dessus, cette colère-là, mais ça l'a surpris. Et c'est un des éléments clés dans sa théorie, puis de constater que quand on a une mémoire traumatique, quand on est avec des souvenirs, plutôt dans une expérience traumatique, l'effet du figement, c'est de l'énergie de colère qu'on n'a pas exprimée parce que ce n'est pas socialement acceptable. Donc, cette énergie de colère qui est tout à fait naturelle, normale et nécessaire. On le voit dans la nature, les animaux vont comme se batailler, réagir avec agressivité, mais une fois que l'incident est terminé, c'est terminé. Ils ne restent pas avec la rancune, eux autres, là, les animaux. Mais nous, parce qu'on le retient, parce qu'on évite d'aller là, on reste avec un des séquelles, justement. Et les séquelles de trauma, c'est souvent de l'énergie de colère qui est réprimée. Deuxième livre, lui, je l'ai sous la main. Mais à l'écran, vous verrez aussi, il y a une autre couverture qui est plus récente. Pouvoir contre force. Ce livre-là, Pouvoir contre force,
C'est David Hawkins, OK, qui est un psychiatre, chercheur, auteur, conférencier concernant l'éveil spirituel. C'est beaucoup plus large, les déterminants cachés du comportement humain. Et il y a un tableau vraiment intéressant. En fait, il s'intéresse à la vibration, à la fréquence vibratoire de ce qui est dégagé. Et quand il compare pouvoir et force, mettons, pensez à un joueur de football qui force contre l'autre joueur pour lui enlever le ballon. Okay? Donc, on applique une force. L'humain croit souvent que les situations qu'il peut contrôler, il faut qu'il applique une force pour que ça se produise. Mais, ce qu'il dit, M. Hawkins, mais l'humain ne réalise pas qu'il est dirigé ou influencé par plusieurs déterminants qui sont plutôt en termes de pouvoir que ça a sur lui. Donc, le pouvoir, on compare les deux, pensez à la Terre et son pouvoir d'attraction, de gravité. La Terre, là, elle ne fait rien, elle naît, elle est, c'est tout. Elle a juste à être dans sa magnificence, j'ai envie de dire, et c'est suffisant. Cette gravité, elle opère. Okay? Donc, c'est un peu ces deux termes-là, le concept du pouvoir sans forcer et pour parler de tout l'impact des émotions aussi au niveau vibratoire. Je l'ai ici personnellement, mais vous allez la voir à l'écran. Il y a un petit tableau qui représente le niveau de vibration de toutes les émotions. Okay? Et le plus bas, donc plus la fréquence est basse, plus c'est dense. Pensez à l'eau. Okay? Donc, l'eau, quand les molécules vibrent de façon basse, c'est de la glace. Ensuite, la vibration augmente, c'est de l'eau. Puis, la vibration est encore plus élevée, c'est de la vapeur. OK? Vous me suivez? Alors, les émotions, ça serait la même chose. Au plus bas, la honte, culpabilité, apathie, donc tout ce qui est dépression et lourdeur. Et la colère, c'est ce qui permet de se libérer de cette lourdeur-là pour aller vers le courage, puis la fierté. Voyez-vous? Alors, pour moi, à chaque fois que je pense à la colère, je le vois comme une façon justement de se libérer de la lourdeur pour aller vers l'action et se libérer. Sauf que, en étant défendresse de la colère à ce point-là, bien, je me suis retrouvée à être prise dans mon propre piège. La colère était devenue trop envahissante dans ma vie. Je m'en suis rendu compte beaucoup lorsque je me suis retrouvée à être mère avec mes enfants. Et c'était mon motif de consultation principal. Je voulais consulter parce que je me disais, là, ça ne va pas, je m'emporte trop facilement, je me mets en colère trop facilement, c'est pas rationnel, ça n'a pas de sens. Je me sens envahie par ma colère. Dans le processus, un élément qui m'a marqué et que j'ai envie de vous partager, c'est difficile parce que quand on est, puis là, on parle de positivité versus négativité, la colère, c'est vu négatif, mais le problème, c'est que si on lutte avec force contre la colère, c'est pire. Fait que je me rappelle quand je m'en voulais énormément, je me culpabilisais, c'est bas dans le tableau, je me culpabilisais de ma colère, qu'est-ce qui arrivait? Je me mettais plus en colère. Je pétais encore plus de coche parce que je me disais, il faut pas, faut pas, faut pas. Mon fils, il me désobéit, mais là, je me sens impuissante, et il faut que je fasse quelque chose. On pète une coche, OK? À un moment donné, je me suis rendu compte, je dis, bon, regarde, Élisia, là. OK, tu pètes des coches, mais tu fais des beaux retours, OK? Des retours dans le sens qu'une fois que je m'étais calmée, une fois que je m'étais emportée, je revenais avec mon fils, je lui reparlais, tu sais, tantôt, je suis désolée, j'aurais pas dû crier après toi comme ça. Mais il faut que tu comprennes, je sais que toi, tu te sentais de telle façon, mais moi, ce que je voulais, c'est juste ça, puis regarde, on va essayer de trouver un compromis la prochaine fois. Bon. Fait que je me disais, j'ai eu un peu d'amour pour moi, en me disant, bon, ben je fais des bons retours. Fait que je vais me laisser un petit peu de lousse, là, de latitude, là, puis OK, je vais me permettre de péter des coches, puis bizarrement, dans les semaines qui ont suivi,
ben je pétais moins de coche. Je m'emportais beaucoup moins. Simplement parce que je me donnais la liberté d'être fâchée. OK? Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Mais sauf qu'au bout du compte, à force de juste être dans la colère, ah oui, j'ai une autre petite anecdote à vous raconter. La colère, elle a besoin aussi d'être intégrée dans un ensemble. Je vous parlais du tableau, etc. Notre défi, c'est qu'on veut toujours aller vers le mieux, mais on oublie qu'il y a comme un ensemble à respecter. Okay. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple. La colère, elle fait partie d'un ensemble. Ce n'est pas ni focusser dessus, ni l'éviter, ni l'exclure. Petite anecdote personnelle. Veille de Noël, quelques semaines avant Noël, installer les lumières de Noël sur la maison. Mon conjoint qui tient l'échelle, je suis en haut de l'échelle. Puis là, mon Dieu que ça va pas bien, puis je suis pas contente. Fait que là, je me mets à sacrer, là, mais en bonne charretière. Là. Fait que là, mon conjoint, il est comme « Tais-toi, les voisins! Hey, je m'en calisse, les voisins! » Fait que là, bref, je raconte l'histoire à mon ami. Puis, en disant ça, je dis « Oui, je sais que pour ma mère, il faut... les sacrés, c'est des mauvais mots, hein, on dit souvent ça. Fait que sacré, juré, c'est les gens qui font ça, c'est qu'ils manquent de mots. Puis là, je raconte ça à mon ami. Puis elle me dit, ben non, c'est d'autres mots. Manquer de mots avec la colère, c'est frapper. Ceux qui manquent de mots, ils vont à l'agressivité physique. Puis là, je la regarde, je fais comme, mais t'as raison. Puis là, je réalise, à ce moment-là, je fais, mais c'est ça. Les mots de colère font partie d'un continuum. Et je suis aussi capable de sacrer comme une charretière que de te sortir des mots de cocktail du dimanche super sophistiqués. Tout est OK. OK? Donc, ça, c'est un autre élément que je veux que vous reteniez, cette notion d'intégration dans un ensemble, de transiter dans différentes possibilités. Maintenant, à trop être dans la colère, c'est devenu comme un mécanisme un peu automatique. Avec ma thérapie, je me suis améliorée. Maintenant, par la suite, ce qui se passait, c'est que quand je voyais qu'il y avait quelque chose avec mon fils qui ne fonctionnait pas, je répétais « va te brosser les dents, va te brosser les dents ». Il ne m'écoutait pas. Et là, en dedans de moi, super calme. Bon, bien, ça a bien de l'air qu'il va falloir que je lève le ton. Là, ça va faire! Je compte jusqu'à 3. À 3, je te veux dans la salle de bain. 1, 2. Là, oh boy! Là, il partait à courir, puis il allait dans la salle de bain se brosser les dents. Fait que puis après, je me retourne vers mon chum. Hey, demain, c'est quoi qu'on mange déjà pour le souper? Super calme. La colère m'est utile, mais n'est pas en train de m'envahir. Je ne suis pas moi au service de ma colère, c'est ma colère qui est à mon service. OK? La différence. Sauf que c'est ça. À la longue, j'étais comme toujours dans ma perception des choses, un peu trop focusée sur ce qui ne va pas et ce qu'il y a à résoudre. Et j'ai oublié la gratitude. Le défi, en fait, la gratitude en tant que telle, c'est génial, mais c'est plutôt cette positivité forcée. Okay? Donc, les gens souvent confondent gratitude et rester positif de façon absolue. Parce que si je veux absolument juste voir le positif, je passe à côté. C'est comme une pression que je me mets. Okay? Il faut absolument que ça reste toujours positif. C'est impossible. J'ai l'image, c'est comme une carotte au bout du bâton qu'on veut atteindre, un résultat qu'on veut atteindre. On se met une pression. Ça augmente la pression. Qu'est-ce qui arrive? La tuyauterie, ça pète. Okay? C'est trop de pression. Donc, puis il y a un livre que j'ai trouvé intéressant. En fait, je ne l'ai pas lu personnellement, je dois avouer. J'ai des gens qui m'en ont parlé, qui ont trouvé ça intéressant. Positivisme toxique, éviter la dictature du bonheur. OK? Et je trouve que ça illustre bien cette notion-là. Donc, faire une distinction pour moi entre la positivité d'une façon trop absolue versus c'est quoi la gratitude dans le fond? La gratitude, c'est plutôt reconnaître les bienfaits dans tout, autant quand c'est agréable que désagréable. Puis souvent, ce qui est désagréable, on le voit comme étant négatif. Je vous donne un exemple. Je parlais tantôt dans le tableau au niveau de la tristesse aussi, où je parlais du fond dépressif aussi de ma mère, puis moi, etc.
Il y avait une belle image, une belle histoire qui illustre cette notion de gratitude, mais pour tout, même pour ce qui est dérangeant, ce qui nous confronte, ce qui nous bouscule finalement. Puis c'est de pouvoir de l'apprivoiser. Elle raconte la tristesse, personne n'aime ça être triste. On veut pas être triste finalement. Et elle s'est dit, ben je vais me donner l'espace et reconnaître que c'est OK aussi d'être triste. Puis elle raconte une méditation où est-ce qu'elle visualisait une petite chapelle avec des fleurs de mémoire, c'est des rhododendrons. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, des rhododendrons. Mais bon, bref, c'était ce genre de fleurs-là qu'il y avait en avant de la chapelle. Et elle raconte qu'à chaque soir, elle prenait un temps pour aller dans cette petite chapelle et rencontrer cette partie d'elle qui est triste. Et de se permettre de pleurer avec elle. Juste ça. Juste être triste, puis lui dire merci. C'est un peu ça, dans le fond, la gratitude. Merci d'être là. Si elle est là, cette tristesse-là, c'est qu'elle a une fonction. Je ne sais pas c'est quoi, je ne comprends pas pourquoi, mais elle est là et je vais la laisser, je vais lui donner une place dans cette petite chapelle. Et cette femme raconte que par la suite, ça a pris 2 ou 3 mois à peu près, un soir, méditation, elle va dans sa chapelle et elle raconte, tristesse n'était plus là. Elle raconte comment, ce moment-là, elle s'est dit, tiens, j'ai plus besoin de pleurer, tout simplement. De reconnaître ça, puis en gardant la chapelle au cas où, quand ça va revenir. Et je trouvais que c'était une belle histoire à propos de cette notion de gratitude. Sauf qu'il arrive aussi, là, je vous dis, bien, allons-y, faisons de la place pour la tristesse, mais il y a l'envers de la médaille. Parfois, les gens vont dans les émotions négatives, à outrance, OK? Et donc là, je fais appel à la notion de trop, c'est comme passé aussi, là. Cette notion de « Ah, mon Dieu, je suis triste », puis là, j'ai l'image un peu de se vautrer là, dans la tristesse puis dans la dépression. Je pense à une cliente qui reconnaissait puis elle avait l'humilité de reconnaître qu'à se victimiser, à se plaindre de ce qui n'allait pas, bien, c'est comme si ça lui faisait du bien parce que les gens voulaient la réconforter, mais c'était toujours à recommencer finalement, donc c'était pas mieux. Alors, le défi aussi, c'est le trop comme pas assez, là, finalement. Donc, puis dans cette gratitude-là, le défi aussi, c'est de se donner le droit de ce qu'on ressent tel qu'il est, ce qui est comme ça. Je pense à une scène où est-ce que j'avais reçu un message à propos de la gratitude, mais j'étais dans un état là, de fatigue puis de découragement. Puis là, je me disais, mais je la sens pas, là, cette gratitude-là, là, mais pas en tout, là. Oublie ça. Fait que quand je parlais de positivité forcée, c'est ça, c'est là, à ce moment-là, de m'obliger à rester positive, alors que ce n'est pas ça maintenant dans mon corps et dans mon esprit, c'est absurde. Puis ça me mettrait de la pression. Gratitude avec ce qui est, c'est comme, OK, je peux-tu revenir à cet état de fatigue puis de découragement? Bon, bien, je vais essayer de le voir avec gratitude. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'avais été dans cet état-là. Puis je me suis dit, tiens, je vais rester avec, simplement à méditer avec, puis à observer mon corps quand je suis dans cet état-là. Et être un peu comme fasciné des endroits de lourdeur, de où est-ce que ça se répand, etc. Puis comment ça se produit finalement. Rester attentif et ouvert à ce qui est. Et finalement, mon état de lourdeur puis de fatigue et de déprime a passé. Okay? Donc, petit résumé. Alors, oui, dans mon histoire, j'ai été la défendresse de la colère, mais pour se rappeler que plus on évite ce qu'on veut, plus on évite quelque chose, plus on le crée sans le vouloir. Il y a une expression qui dit « Ce à quoi tu résistes persiste ». Ce que tu acceptes de faire face, s'efface et que tu peux l'accueillir, donc tu peux en rire. Okay? Donc, je me suis amusée avec les petites rimes ici. Ça, c'est mon petit ajout. Quand on peut l'accueillir, on peut en rire ensuite. Et l'autre élément à vous rappeler, c'est comment que
quand on force les choses avec pression, c'est là qu'on passe à côté de la traque, on est à côté du chemin. Et que dans cette gratitude-là, le défi, c'est d'accueillir ce qui est et d'être dans la gratitude même pour les éléments négatifs. Maintenant, petit exercice pour ramasser tout ça. On va prendre pensez à une situation dans votre vie que vous trouvez éprouvante, okay? Que vous considérez négative. Vous pouvez penser à une situation concrète ou à une émotion ou à un état, okay? Un état dans votre corps. Dans ce cas-ci, je vais vous prendre la fatigue. C'est ce qui me vient comme exemple le plus facile. Prenez un moment pour observer en premier, quand je pense à cette fatigue-là, qu'est-ce qui me vient comme pensée? Ah, mon Dieu, j'y arriverai pas, j'ai du travail à faire, comment ça va, comment je vais y arriver? Là, je me retrouve à aller dans le futur. Du mieux que je peux, voir avec gratitude cette situation-là, est-ce que je peux y voir un aspect qui pourrait être soulageant pour moi? Bien, OK, ça me permet de me reposer. J'adore, quand je suis fatiguée, j'adore l'effet dans les couvertures près du feu, puis faire du cocooning, comme je dirais, là, de se dorloter. OK. Puis, à nouveau, vous prenez un moment pour observer dans votre corps qu'est-ce que ça fait quand je pense à ma fatigue ou ce qui me dérange. Prenez un moment aussi pour respirer. Ensuite, dans l'endroit qui dérange, et observez si vous pouvez rester simplement neutre. Le mot clé, c'est neutre, la neutralité. Puis de reconnaître, d'avoir le droit de dire « Oui, ça me fait chier, c'est vrai, ça me fait chier d'être fatiguée, j'aime pas ça, puis ça me limite dans ce que je voudrais faire, mais ça fait du bien aussi quand je peux me reposer puis dormir, puis je reste neutre entre les deux en constatant ça, tout simplement. » Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine vidéo. Puis évidemment, si vous avez aimé, allez liker. Faites vos commentaires, puis proposez des idées. Je pourrais les utiliser pour une prochaine vidéo. À la prochaine!